Bonjour. Bonjour, voilà. Donc bonjour, je m'appelle Yohan Léon. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu tout ce qui est DNS. Donc la conf s'articule principalement, vise principalement tout ce qui est subsp, engin. Donc j'ai remarqué souvent que les gens savaient ce que c'était DNS, savaient ce que c'était un système qui permettait de faire correspondre une IP à un autre domaine, mais ils ne connaissaient pas souvent les mécanismes qu'il y a derrière et comment ça fonctionne derrière DNS. Quels sont les mécanismes qui font l'internet d'aujourd'hui, quoi. Donc le but de cette conf aujourd'hui, c'est de vous donner une sorte d'overview rapide de ce qu'est DNS et ce que ça permet de faire. Donc d'abord qui je suis, je m'appelle Yohan Léon, tout le monde m'appelle Shepard. J'ai été AQ, IAK, CDC, blablabla. Aussi je suis à Gconf, ils me supportent depuis 4 ans, je leur dois bien ça, quoi. Et voilà. Donc je vais commencer par un peu d'histoire sur tout ce qui est DNS. Donc pour savoir que DNS ça remonte à l'ère d'Internet, donc c'est-à-dire à l'époque d'avant Internet, à l'époque où il y avait en gros comme une petite centaine de machines sur le réseau à tout casser. Et à cette époque, pour justement adresser des serveurs, on utilisait directement les adresses IP. Donc il y a des petits malins qui se sont dit ouais, c'est pas pratique d'utiliser des adresses IP pour s'adresser aux serveurs. Pourquoi pas mettre en place un système de noms? Il y a une sorte de fichier host.txt en gros qui contenait, qui était présent sur les machines, qui permettait de faire correspondre n'importe quel nom à une adresse IP. Le Stanford Research Institute, le SRI, s'est dit ça peut être une bonne opportunité. On va créer en gros un fichier qui correspond, qui va regrouper la plupart des IP qu'on trouve sur l'ARPANET à cette époque-là. Ce fichier, en gros, il était partagé directement sur le serveur du SRI et tout le monde pouvait le télécharger. L'inconvénient, c'est qu'en gros, lorsqu'on téléchargeait ce fichier, on devait le mettre à jour à la main dans toutes les machines qu'on voulait pour, en gros, avoir le fichier à jour régulièrement. Donc on devait le faire à la main, c'était fastidieux, c'est chiant et tout ça. Et en plus, la procédure pour ajouter justement un nom à ce fichier était aussi fastidieuse. Il fallait passer un coup de fil par téléphone, directement au SRI, qui nous passait Standard qui s'occupait de ça, qui était à cette époque-là occupé par deux personnes qui maintenaient ce fichier. Et directement après quelques procédures, on pouvait ajouter, le SRI ajoutait notre IP de notre serveur ainsi que son nom au fichier host.txt du SRI. Face à la démocratisation de l'ARPANET avec beaucoup de serveurs qui sont venus et tout sur la planète, on s'y sont rendu compte qu'en fait c'est pas très pratique comme système et ils se sont dit on va créer un autre système qui s'appelle le DNS par en gros Paul Moka-Petris, voilà. Du coup, de là est née la première implémentation de DNS qui s'appelle BIND, donc Berkeley Internet Name Domain, en 1984, qui est aujourd'hui le type de serveur DNS qui est le plus utilisé, à peu près 80% des serveurs DNS, je crois, en 2010. Ensuite, qui est suivi par Microsoft DNS, qui est à peu près utilisé par 15% de l'Internet mondial. Souvent utilisé par les entreprises qui utilisent aussi Active Directory. Et enfin DJB-DNS, qui est assez marrant celui-là parce qu'en fait ce type de serveur DNS est né d'un contributeur au projet Bind qui en avait marre de toutes les failles qu'il y avait sur Bind à l'époque et il s'est dit je vais forker Bind et en gros je vais ensuite créer mon propre serveur DNS et je récompenserai quiconque trouve des failles sur DJB-DNS. Et du coup c'est toujours utilisé aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce que DNS? Donc DNS veut dire Domain Name System. La principale utilité de DNS en gros c'est de mapper en gros une adresse IP à un nom de domaine. Il s'agit en gros d'une sorte de système hiérarchique, très hiérarchisé, on verra ça tout à l'heure. Et aussi, vous pouvez voir ça comme une sorte de base de données distribuée. En gros, chacun peut faire tourner un serveur DNS sur son propre ordinateur et répondre à des requêtes DNS, etc. Contrairement au protocole HTTP qui est textuel, le protocole DNS est totalement binaire, c'est-à-dire ça permet surtout de pouvoir compresser les requêtes de façon qu'elles prennent le moins de place possible. Il y a des systèmes de compression derrière qui sont assez marrants. Et enfin, qu'est-ce que DNS? C'est un enfer à RFC avec plus de 108 RFC à la dernière nouvelle, il y a plus de 108 RFC.
Je ne sais pas si vous avez déjà lu une RFC, c'est assez imbitable à lire, c'est énorme, ça prend du temps, quoi. Donc ça vous fait la lecture. Si vous avez 108 RFC à lire pour DNS, c'est quelque chose. Donc le but là, c'est de vous donner un peu une première overview de comment fonctionne DNS. Donc comment fonctionne DNS d'abord, vous allez avoir votre ordinateur. S'il n'a pas par exemple l'adresse IP de par exemple acu.epita.fr dans son cache de son navigateur ou dans le cache de l'OS, dans ce cas, ce qu'il va faire, il va faire une première requête pour demander au résolveur DNS le plus proche, souvent le résolveur DNS de votre opérateur. Donc tout d'abord, il faut savoir aussi que un nom de domaine en fait peut être séparé en plusieurs morceaux, grosso modo, et chaque morceau va être géré par un type de serveur. C'est l'idée derrière, quoi. Et en gros, le résolveur DNS, lui, va s'occuper en fait de faire toutes les requêtes à votre place. Donc il va s'occuper de récupérer l'adresse IP du serveur acu.epita.fr à votre place et on va envoyer la réponse. Et il va faire des requêtes à plein d'autres serveurs pour justement jusqu'à récupérer l'adresse IP de acu.epita.fr. Donc ici, par exemple, votre ordinateur a fait une requête à votre résolveur DNS. Le résolveur DNS va regarder dans son cache. On va supposer ici que le résolveur DNS de votre opérateur n'a pas de cache, le cache est vide, il n'a rien du tout. Du coup, il ne connaît pas du tout l'adresse IP de acu.epita.fr. Du coup, il dit ok, je connais pas l'adresse IP de acu.epita.fr. En revanche, je connais le serveur root qui lui peut tenter de t'apporter une réponse. Du coup, le résolveur va ping le serveur root, le serveur racine ici en me disant est-ce que tu connais l'adresse IP de acu.epita.fr. Qu'est-ce qu'un serveur racine? Il faut savoir qu'il y en a 12 sur internet, il me semble. Et ces 12 serveurs en fait sont sous la supervision de l'ICANN, qui est en gros l'autorité qui gère un peu tout ce qui est DNS, etc. Et les serveurs racines, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils sont le sommet de la pyramide de DNS. Et ils connaissent l'adresse IP de tous les serveurs de premier niveau, de nom de domaine de premier niveau. Du coup, il y en a 12 au total. Du coup, le serveur racine va dire bah écoute, je connais pas l'adresse IP de acu.epita.fr. En revanche, je connais l'adresse IP du serveur qui gère tous les .fr. Du coup, il va renvoyer au résolveur DNS l'adresse IP du serveur qui gère .fr, qui va lui, ensuite le résolveur, va faire une requête au serveur FR qui est géré par la FNIC pour directement ensuite essayer d'obtenir réponse à sa question. Quelle est l'adresse IP de acu.epita.fr? La FNIC, en fait, c'est une organisation en France, en gros, qui gère tout ce qui est le nom de domaine et les noms de premier niveau de tous les noms de premier niveau français, donc .re, .fr, etc. Donc il va poser la question, est-ce que tu connais l'adresse IP de acu.epita.fr? Le serveur va chercher dans sa base de données, il va dire, bah écoute, je ne connais pas l'adresse IP de acu.epita.fr, en revanche, je connais l'adresse IP du serveur qui gère epita.fr. Du coup, il va lui répondre ça. Il va reposer la même question, rebelote, est-ce que tu connais l'adresse IP de acu.epita.fr? Et lui va regarder dans le serveur epita.fr, regarder dans son fichier de zone, et il va dire, oui, effectivement, j'ai une adresse IP qui correspond à acu.epita.fr chez moi. Du coup, il va lui renvoyer l'adresse IP au résolveur qui va à son tour la renvoyer à l'ordinateur. Entre temps, ici, le résolveur a mis en cache toutes les requêtes qui ont été effectuées dans son cache afin de pouvoir répondre plus rapidement ensuite aux prochaines requêtes. Du coup, ça c'est en gros une overview rapide de comment fonctionne DNS et comment fonctionnent les requêtes, tout le mécanisme qui est derrière. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un système hiérarchisé. Donc en fait, au sommet de la pyramide, comme vous pouvez le voir ici, il y a les serveurs racines de l'Internet, en gros, qui connaissent les adresses IP de tous les domaines de premier niveau, c'est-à-dire les domaines de premier niveau, le .com, le .fr, etc. Ensuite, les domaines de premier niveau, eux, connaissent l'adresse IP, par exemple, de tous les domaines de second niveau. Par exemple, ici, FR connaît l'adresse IP de epita.fr, l'adresse IP de Wikipédia, du serveur qui gère wikipedia.fr, etc. Et ensuite, du troisième niveau, au fur et à mesure, etc. Et ensuite, donc on appelle ça ici les serveurs de premier niveau, enfin, pardon, les noms de domaine de premier niveau, ensuite les noms de domaine de second niveau, les noms de domaine de troisième niveau, etc. Ensuite, au niveau des noms de domaine de premier niveau, qu'on appelle aussi communément TLD ou Top Level Domain, il faut différencier ensuite les CCTLD avec les GTLD. Les CCTLD, en gros, c'est les noms de domaine de premier niveau qui sont liés à des pays, qui sont
avec des serveurs qui sont gérés par des organisations dans chaque pays qui sont soumis aux lois de ce pays, donc par exemple .fr, .us, etc. Et ensuite les GTLD ou General TLD, qui en gros sont des TLD un peu plus généralistes, qui sont apparus très récemment, qui sont sous la tutelle de grosses entreprises ou d'organismes qui sont prêts à payer pour obtenir un nom de domaine à leur nom. Par exemple .paris, .google, .dev, etc. Ensuite, quand je disais que l'ICANN supervisait en fait tout système DNS, ce n'est pas forcément le cas. Comme je l'ai dit, en fait, DNS est un système totalement décentralisé. Donc en fait, on peut très bien créer un autre système qui n'est pas sous la tutelle de l'ICANN. On peut voir par exemple d'autres initiatives qui sont apparues, par exemple le domaine le TLD 42 qui n'est pas sous la supervision de l'ICANN, où en gros c'est un nom de domaine qui en gros a vocation expérimentale surtout, et qui est assez marrant à voir parce qu'en fait c'est un peu une sorte d'expérience. Le seul problème c'est qu'en gros ça fragmente un peu l'internet puisqu'il n'est pas intégré au DNS de l'ICANN. Ensuite, les name servers. Donc les name servers, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de cacher des queries, en gros de cacher des requêtes, afin de pouvoir répondre plus rapidement ensuite à la prochaine requête qui est faite. Comme ici, là. Et en fait, le problème, c'est par exemple, quand ça va cacher ces requêtes, si jamais on a un autre, par exemple, on a un administrateur système qui décide de changer l'adresse IP qui est liée à un tel domaine, le problème, c'est que les serveurs qui ont caché cette requête, eux ne savent pas que cette IP a changé. C'est là qu'intervient en fait une variable qui s'appelle le time to live, le TTL, en gros, qui est une variable qui au bout d'un certain temps va expirer. Donc en gros, ça veut dire que lorsqu'on met en cache une requête, au bout d'un certain temps, cette requête va expirer. Et c'est à l'origine du principe de propagation DNS, c'est-à-dire lorsque vous mettez à jour une requête, enfin une ressource dans votre fichier de zone, vous devez attendre la propagation DNS, c'est-à-dire le temps que tous les caches soient revalidés dans les serveurs de DNS de cache. Ensuite, au niveau des name servers, il y a aussi un vocabulaire à connaître. Donc les serveurs DNS peuvent être autoritaires, donc c'est-à-dire autoritaires sur leur zone. C'est-à-dire, en gros, ils sont au courant de tous les sous-domaines qui le composent. C'est-à-dire .fr, par exemple, est au courant de epita.fr, est au courant de wikipedia.fr. Il connaît l'adresse IP de chacun de ses serveurs. Il est dit autoritaire, c'est-à-dire qu'il a un fichier de zone, une sorte de base de données sur le disque qui comprend les adresses IP de chacun de ses serveurs. Ensuite, les serveurs DNS peuvent aussi être non autoritaires, c'est-à-dire ils servent juste à cacher des requêtes. Et en gros, au lieu d'aller chercher l'information sur le disque comme les serveurs autoritaires le font, ils ne vont pas chercher l'information sur le disque, mais ils vont plutôt chercher l'information dans leur cache. Et en gros, les serveurs non autoritaires ne sont pas au courant, par exemple, si une requête est totalement valide. Par exemple, entre-temps, il peut bien avoir un administrateur système qui a changé l'adresse IP dans le serveur autoritaire, et les serveurs non autoritaires ne sont pas au courant tant que le TTL n'a pas expiré. Ensuite, les serveurs peuvent être aussi, il y a un vocabulaire au niveau de récursive et non récursive. Un serveur DNS récursive, en fait, ce qu'il va faire, c'est votre résolveur DNS de votre opérateur. Techniquement, en fait, c'est un serveur qui va faire toute requête à votre place. En gros, lorsque vous allez lui demander de faire une demande, ce résolveur, ce serveur récursif, va ensuite demander à plein d'autres serveurs pour voir s'ils connaissent une adresse IP qui est cachée derrière un nom de domaine. Et enfin, il y a aussi les serveurs dits non récursifs, c'est-à-dire au lieu d'en gros de faire les requêtes à votre place, il va juste vous renvoyer une autre requête en disant écoute, j'ai pas trouvé ton adresse IP, du coup démerde-toi pour trouver l'adresse IP. Voici un indice, je te donne par exemple cette adresse IP qui peut potentiellement t'aider. L'idée derrière les serveurs non récursifs, vous allez me dire, c'est un peu débile parce que en fait c'est genre un serveur paresseux qui n'a pas envie de traiter la requête. En fait, il y a une raison derrière cela. C'est principalement par exemple les serveurs root, les serveurs de racine de l'internet n'ont pas que ça à faire de traiter, de faire des requêtes à la place de l'utilisateur pour en gros aller interroger plein d'autres serveurs, parce qu'ils ont des millions et des millions de requêtes à traiter en même temps. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont déléguer en fait le travail à celui qui lui a demandé. Techniquement, il me semble qu'il y a juste les serveurs racines et les serveurs de premier niveau qui sont strictement non récursifs, et aussi on peut configurer son propre serveur non récursif, etc.
Ensuite, au niveau de tout ce qui est base de données, parce que depuis tout à l'heure on parle d'informations qui sont envoyées, c'est-à-dire de requêtes DNS qui sont répondues, etc. Mais où est-ce que ces informations sont stockées dans un serveur DNS? Elles sont stockées dans ce qu'on appelle un fichier de zone. Un fichier de zone, en fait, c'est un fichier texte en fait, qui contient directement toutes les informations liées à une zone. Donc par exemple, ici vous avez la zone par exemple de mon serveur, obin.io, avec par exemple ici les sous-domaines qu'il comprend, donc atom, hot, etc. Le arrobas désigne principalement aussi le nom de domaine actuel, donc c'est-à-dire obin.io. Tout à l'heure on parlait par exemple de TTL aussi, donc time to live. Ici vous avez le TTL, c'est-à-dire le temps que durant lequel cette requête sera conservée dans le cache. Techniquement le format est le suivant, donc le nom, le TTL, la classe, le type et la donnée à renvoyer, donc le ressource data. Là, voilà. Donc par exemple ici on a une requête de type MX ici avec un TTL de 10800. De type de classe IN, donc il y a plusieurs types de classes. Les classes IN sont le plus souvent utilisées, enfin très souvent utilisées même. Il y a aussi d'autres types de classes comme Hesiod ou Chaos, CH. Les requêtes Chaos, ça appartient à un protocole qui était utilisé avant mais qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, qui était un protocole expérimental. Du coup, si vous voyez une requête de type Chaos arriver sur votre serveur DNS, c'est pas terrible. Souvent, on se sert des requêtes Chaos pour stocker par exemple le numéro de version du serveur DNS. Ensuite vous avez ici le type de requête, donc une requête MX, on va voir tout à l'heure à quoi correspondent les types de requêtes, et ensuite les types de données à renvoyer au serveur. Voilà. Donc ici quand je parle de type de requête tout à l'heure, donc il y a plusieurs types de requêtes, il y a une bonne vingtaine, trentaine, j'ai plus le nombre en tête. Ici il y a quelques-unes des principales qui sont utilisées, donc par exemple les requêtes de type A et AAA. Donc A, les requêtes de type A, ce sont celles qui sont le plus souvent utilisées, qui permettent de lier un nom de domaine à une adresse IP, ou les requêtes de type AAA qui permettent de lier un nom de domaine à une adresse IPv6. Ensuite il y a aussi les requêtes de type sending qui permettent en gros de créer un sous-domaine, c'est-à-dire un alias pour un domaine. Les requêtes de type NS qui permettent de lier un domaine à l'adresse IP des serveurs DNS autoritaires de ce domaine. Et enfin, par exemple, les requêtes de type MX qui permettent de lier un nom de domaine à un serveur mail. Par exemple, quand vous avez un mail, ça va directement rediriger votre mail sur l'adresse IP du serveur mail qui est associé à cette requête DNS. Ensuite, l'idée qu'on pourrait avoir, par exemple, un bon projet qu'on pourrait faire pour un week-end, pour apprendre DNS, si ça vous intéresse, ça pourrait être de créer un serveur DNS bidon, qui permet juste de faire des réponses à quelques types de requêtes. Techniquement, c'est le type de projet qu'on a codé en SRS sur un rush. Du coup, pour une overview rapide de ce qu'on pourrait faire pour coder un serveur DNS en week-end un peu à l'arrache, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser le fichier de zone et en gros le convertir sur une forme d'arbre général avec directement les types de domaines, etc. Pour pouvoir parser plus facilement ce fichier de zone par la suite dans notre programme. Ensuite, on va bind les ports UDP et TCP sur le port 53, qui est le port utilisé par défaut par DNS. Pourquoi TCP ici? Parce que par défaut, DNS utilise le protocole UDP. Cependant, si la requête DNS dépasse 512 bytes, on passe sur TCP, c'est défini dans tout ce qui est RFC. Le mieux, c'est d'utiliser EPOL pour pouvoir faire des requêtes plus rapidement. Enfin, un peu plus pour traiter plus de clients, Ensuite, une fois qu'on a bind le port 53, on peut écouter le port 53 pour ensuite récupérer les requêtes DNS, les parser pour récupérer l'information qu'on demande, par exemple une requête de type A, une requête de type AAA, etc. Et ensuite, directement regarder dans l'arbre de zone qu'on a pour récupérer l'information qu'on nous demande et la recrafter une réponse pour la renvoyer. Ensuite, le type d'attaque qu'on pourrait avoir contre DNS, donc je pense qu'une démo ça vaut mieux que toute autre chose. Donc je vais faire une petite démo vite fait sur tout ce qui est attaque sur DNS. Par exemple, techniquement, qu'est-ce qui se passe si jamais on envoie une requête à un serveur DNS, mais qu'un autre serveur répond plus rapidement que le serveur original à qui on a demandé? Eh bien,
il se passe pas des choses bien en fait. Par exemple, donc par exemple ici, j'ai un script que j'avais fait qui en gros va permettre de listen une interface, de sniffer une interface pour des requêtes DNS vers par exemple Facebook pour le serveur DNS 1.1.1. Et en gros, dès qu'une requête est détectée DNS, dès qu'une requête de DNS est détectée, il va remplacer l'adresse IP en question à l'intérieur par notre propre adresse IP qu'on veut. Donc par exemple là, on peut lancer le script. Enfin, non. D'abord, on va faire une requête normale, c'est-à-dire une requête drill de type A sur facebook.com en utilisant le serveur DNS 1.1.1. Donc vous pouvez voir ici que on a cette adresse IP qui est là. Cependant, si on lance notre script qui va sniffer nos requêtes, notre script, bien entendu, puisqu'il est sur notre ordinateur local, va répondre plus rapidement que le serveur DNS 1.1.1. Et du coup, lorsqu'on fait notre requête, là, ça a fait une... Voilà. Lorsqu'on fait notre requête, par exemple ici, ça nous répond l'adresse IP qu'on a voulu, donc la requête est interceptée, et directement ça nous répond l'adresse IP. Donc comme on a vu avant, en fait, ça marche pas à tous les coups parce que ça se trouve le serveur va répondre plus rapidement que le script ou autre. Mais c'est le type d'attaque qu'on pourrait faire sur DNS. Le but de DNSSEC par exemple, c'est en gros de pouvoir authentifier le serveur à qui on demande la requête afin d'être certain que c'est le bon serveur qui nous répond et pas un autre serveur qui a répondu plus rapidement que le premier. Donc c'est pour ça que DNS est un protocole qui certes a des failles, mais elles sont comblées par des surcouches qu'on ajoute sur le protocole DNS, par exemple DNSSEC, pour tenter de sécuriser le protocole. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai à peu près terminé ma conf. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Voilà, au niveau des sources que j'ai utilisées, donc vous avez directement le livre qui est pas mal. J'ai eu quelques pages dedans, pas tout, mais c'est pas mal pour apprendre DNS. Et aussi ce livre pour tout ce qui est, surtout pour le chapitre DNS qui est vraiment stylé. Il y a un chapitre DNS qui fait à peu près 100 pages et qui vous apprend à peu près vraiment le principal de un peu tout ce qui est dans DNS, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté.